Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Nous ouvrons ce journal avec les liens sino-polonais. Le président de la République de Pologne, Andrzej Duda, effectue une visite d'État de 5 jours en Chine jusqu'à vendredi à l'invitation du président Xi Jinping. Après s'être rendu à Shanghai et Suzhou, il est arrivé à Beijing mardi dans la soirée où il a rencontré le président Xi. Il s'agit de sa première visite d'État en Chine, peu après sa prise de fonction en août dernier. Andrzej Duda travaillera à encourager les investissements chinois, selon le bureau du président polonais. Il est accompagné de représentants d'entreprises polonaises allant du secteur minier à la construction, la chimie ainsi que la banque au secteur de haute technologie. Ils rentreront chez eux avec 3 contrats. Je suis ravi de pouvoir effectuer cette visite après 4 mois en poste en tant que président polonais. Une relation saine et stable avec la Chine est très importante pour la Pologne. Je suis ici pour travailler sur le renforcement des relations bilatérales à tous les niveaux. Le commerce sino-polonais a progressé plus de 3 fois depuis 2005, mais le déséquilibre est sérieux. Selon les statistiques du gouvernement polonais, la Chine est le second partenaire commercial à l'import pour le pays, mais le 23e en termes d'exportation polonaise. En juin, le ministre polonais des Affaires étrangères s'est rendu en Chine en vue d'accentuer les exportations polonaises. En 2013, un service cargo régulier à double voie a été rendu opérationnel, connectant Lodz dans le centre de la Pologne à Chengdu dans le sud-ouest de la Chine. Et alors que leur partenariat stratégique entre dans sa 4e année, la Chine voit ce développement de liens commerciaux en constante progression. J'estime, grâce à votre visite d'État et la participation au 4e sommet entre la Chine et les nations d'Europe centrale et de l'Est, que nous serons capables de pousser le développement du partenariat stratégique sino-polonais à un nouveau niveau. Selon le gouvernement polonais, la visite du président Duda en Chine, qui a été annoncée lors des premières semaines de son entrée en fonction, démontre que la Pologne considère ses relations avec la Chine comme étant de la plus haute importance. Il déclare que la Pologne est désormais entrée dans une phase de réindustrialisation et donc travailler avec la Chine à tous les niveaux, dont le commerce et les investissements, va à n'en pas douter injecter une vitalité nouvelle à ce processus. C'est un programme très chargé qui attend le président chinois Xi Jinping en cette fin d'année 2015. Voici tout de suite un aperçu de ses prochains déplacements. Le ministère chinois des Affaires étrangères a annoncé mercredi que le président participerait à la conférence sur le climat à Paris entre les 29 et 30 novembre avec l'objectif d'arriver à un accord sur un plan d'action mondial post-2020. En marge des rencontres, il s'entretiendra avec des dirigeants étrangers dont le président français François Hollande et le président américain Barack Obama. La Chine a déclaré qu'elle attendait plusieurs choses de la conférence. Tout d'abord, le changement climatique est principalement causé par les siècles d'émissions de carbone des pays développés. Donc leurs responsabilités et obligations doivent être différentes des pays en développement. Deuxièmement, la conférence de cette année ne doit pas seulement se concentrer sur l'agenda d'après 2020, mais aussi sur la mise en application des accords qui ont déjà été conclus avant. Troisièmement, la conférence de Paris doit envoyer un message clair au monde sur le développement vert à faible émission de carbone et encourager tous les pays à explorer leur propre voie pour arriver à une croissance faiblement émettrice de carbone. Dernièrement, les pays développés doivent remplir leurs obligations dans l'aide financière et technologique pour aider les pays en développement, en particulier en tenant leurs engagements de fournir une aide annuelle de 100 milliards de dollars avant 2020 aux pays en développement, et peu à peu augmenter le fonds après 2020. De son côté, le Premier ministre chinois Li Keqiang a invité les dirigeants des pays d'Europe centrale et orientale à monter à bord d'un train chinois à grande vitesse. Le voyage s'est déroulé hier mercredi à la suite d'un forum de 2 jours à Suzhou, dans la province du Jiangsu. Le train est parti de Suzhou vers Shanghai. Les dirigeants de 16 pays d'Europe centrale et orientale ont rejoint le Premier ministre chinois à bord du train pour un trajet qui a duré en tout 25 minutes. Il était aussi prévu qu'il rencontre aujourd'hui, jeudi, à Beijing, le président chinois Xi Jinping. La Chine a signé mardi des accords avec la Hongrie et la Serbie sur la construction d'une ligne ferroviaire entre les 2 capitales européennes. Les travaux de construction débuteront cette année et seront achevés dans un délai de 2 ans.
Nous passons maintenant à la crise en Syrie. Le copilote de l'avion militaire russe abattu par la Turquie à la frontière syrienne a démenti avoir traversé l'espace aérien turc ne serait-ce qu'une seconde. C'est mercredi à la télévision que le soldat a affirmé n'avoir reçu aucune sommation avant que son bombardier ne soit touché. J'ai contrôlé l'ensemble du vol jusqu'à l'explosion du missile. Je pouvais clairement le voir sur la carte et en visuel. Je pouvais voir où se trouve la frontière et où nous nous trouvions. Il n'y avait aucun risque de pénétrer en Turquie. En fait, il n'y a eu aucun avertissement, que ce soit par radio ou visuellement. Aucun contact d'aucune sorte n'a été fait. Nous avons donc effectué les opérations de combat comme d'habitude. Il est important d'avoir en tête la vitesse d'un bombardier et d'un avion de combat F-16. Le copilote a également déclaré que si l'armée de l'air turque souhaitait les prévenir, elle aurait pu effectuer des vols en parallèle, ce qui n'a pas été fait. D'un autre côté, l'armée turque a rendu public ce qu'elle présente comme l'enregistrement audio des sommations adressées aux bombardiers russes avant qu'ils ne soient battus à la frontière syrienne. La majeure partie de l'enregistrement d'une durée d'1 minute 40 est inaudible, cependant, on entend une voix demander un changement de cap. De plus, alors qu'il s'adressait par téléphone à son homologue turc, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que Moscou doute fortement du caractère non prémédité de cet acte, estimant que l'opération semble avoir été planifiée. Cet incident entre la Russie et la Turquie risque d'avoir un impact sur les relations entre les deux pays. Reportage. À l'extérieur de l'ambassade turque à Moscou, les Russes ont réagi à l'incident impliquant l'avion Su-24. C'est une ambassade de meurtriers, à mon avis. Les gens qui devaient être des partenaires ont montré un visage menaçant. Et ces gens ne sont pas seuls à exprimer leur colère. Le président Vladimir Poutine a déjà qualifié le geste de la Turquie de coup de poignard dans le dos. Mercredi, il en a rajouté. Nous observons, et ce n'est pas seulement nous, je vous assure. Le monde entier voit que le leadership turc, depuis un bon nombre d'années, a appliqué une politique intérieure délibérée pour favoriser l'islamisation de leur pays. Les événements récents créent maintenant des relations houleuses entre les deux pays, qui ont des liens étroits dans le tourisme, le commerce et le partage de renseignements sur le terrorisme. Le Premier ministre russe Dmitry Medvedev a maintenant averti que des projets communs importants entre les deux pays pourraient être interrompus. Et le ministère russe de la Défense a suspendu la coopération militaire avec la Turquie. Moscou conseille également aux touristes russes de s'abstenir de se rendre là-bas. Cependant, l'analyste militaire Vassili Kashin croit que ce dernier incident n'aura pas un impact significatif sur les relations déjà compliquées entre les deux pays en raison de la situation en Syrie. Nous ne collaborons pas beaucoup en Syrie. En Syrie, nos positions sont, à peu de choses près, à l'opposé. Il y a cependant une sorte de dialogue qui implique tant la Turquie que la Russie sur les questions syriennes. Probablement que cela deviendra plus compliqué, mais je ne pense pas que ce sera la fin de cela parce qu'il n'y a aucune autre option. Il faut chercher une solution politique à cette situation. Il y a clairement un refroidissement dans les relations entre les deux pays, mais il y a encore un espoir que les ministères des Affaires étrangères des deux pays se rencontrent et qu'une solution diplomatique pourra être trouvée. Diplomatie toujours, le président français François Hollande a déclaré mercredi que les puissances mondiales devaient travailler ensemble pour éviter une future détérioration des relations entre la Russie et la Turquie, membres de l'OTAN, après que les forces turques ont abattu un bombardier russe. Et puis il y a la constance. Donc nous devons, et c'était la position que nous avions adoptée, la chancelière et moi-même, avoir une politique qui puisse être effective pour le contrôle de nos frontières extérieures et que nous puissions agir notamment avec la Turquie pour que ces personnes qui sont tentées de fuir puissent être accueillies au plus près de leur pays d'origine. Ce sera le sens de la réunion qui se tiendra à Bruxelles, Conseil européen, avec la Turquie pour que nous puissions définir clairement les obligations et apporter, c'est bien légitime, le soutien et l'aide que l'Europe doit avoir vis-à-vis de la Turquie. Le terrorisme doit être combattu avec tous nos moyens et nous voulons être du côté de la France.
Le jour de ces terribles attaques, j'ai dit que nous soutiendrons la France de toutes les façons possibles. Le terrorisme est notre ennemi commun. C'est notre travail quotidien de le combattre constamment. Nous ne pouvons convaincre le groupe État islamique par les mots, donc nous devrons le combattre avec des moyens militaires. Le président français François Hollande et la chancelière allemande Angela Merkel ont exprimé mercredi leurs condoléances à l'égard des victimes des attentats de Paris. Alors que les deux dirigeants ont déposé des fleurs sur la place de la République, qui est devenue le lieu de recueillement au lendemain des attaques, qui ont fait 130 victimes et 400 blessés. Et nous restons en France puisque le pays déploie plus de 10 000 agents pour assurer la sécurité pour la conférence de l'ONU sur le changement climatique qui ouvrira à Paris le 30 novembre prochain. Près de 150 chefs d'État et de gouvernement sont attendus à la COP21, au moins le jour de l'ouverture. Le ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a annoncé que 8 000 officiers de police ont été déployés aux frontières terrestres et maritimes du pays pour y contrôler le flux des entrants. La surveillance aérienne a également été renforcée. À cela s'ajoutent 2800 gendarmes qui assureront la sécurité sur le lieu de la COP21, juste au nord de la capitale. Toutes les manifestations publiques et les rassemblements sont actuellement interdits en France suite à l'instauration de l'état d'urgence après les récentes attaques terroristes à Paris. En Europe toujours, après 4 jours de fermeture, les écoles et la plupart des stations de métro bruxelloises sont rouvertes depuis mercredi. Les habitants de la capitale belge peuvent donc retourner au travail. Bruxelles reste cependant en état d'alerte puisque l'on redoute une attaque imminente. L'état d'alerte maximum est maintenu à Bruxelles, mais pour la première fois depuis 5 jours, le métro de la ville est à nouveau accessible. Certaines stations restent malgré tout fermées. Les écoles ont rouvert, protégées par 500 officiers de police supplémentaires. De nombreux écoliers manquaient à l'appel. D'ailleurs, les parents ne cachent pas leur inquiétude. Alors, d'une part, j'ai entièrement confiance en l'école, parce que je sais que c'est une équipe dans un cadre, etc. Donc j'ai entièrement confiance en l'école. D'autre part, je m'interroge sur les décisions prises par le gouvernement parce qu'il y a une incohérence. Et en tant que parent, en tant que citoyen, ça m'interpelle, quoi. Pourquoi fermer les écoles de jour? Pourquoi les réouvrir aujourd'hui? Voilà, on n'a pas d'informations cohérentes à ce niveau-là, je peux comprendre. Dans la capitale, les entreprises reprennent leur activité. La levée des restrictions a été décidée après 4 jours de confinement. Une mesure qui a affecté le quotidien des habitants qui ont été privés de centres commerciaux, de marchés, de concerts ou encore d'événements sportifs. Au quotidien, ça semblait irréel. Bien entendu, cela nous a affectés. La ville, le confinement et ce qui arrive. Les supermarchés ont des vigiles qui restent à l'extérieur. Nos enfants voient ça et on doit leur expliquer ce qui se passe. À ce jour, la police belge a inculpé 5 personnes pour activités terroristes en relation avec les attaques survenues à Paris. Mais l'un des hommes suspectés d'avoir participé à la fusillade et un complice présumé serait toujours caché dans la capitale belge. D'après les services de sécurité, des terroristes préparaient une action imminente qui viserait Bruxelles. Jusqu'à l'arrestation des extrémistes, le niveau d'alerte devrait être conservé à son plus haut et les patrouilles policières maintenues dans la capitale. L'armée américaine admet que l'attaque aérienne contre un hôpital en Afghanistan était une erreur. 30 personnes y avaient péri et un centre dirigé par Médecins sans frontières avait été incendié. Le Pentagone a révélé des détails de son enquête sur l'attaque de Kunduz. D'après un rapport préliminaire du Pentagone, ce sont des erreurs humaines combinées à des problèmes techniques et à des faux pas procéduraux qui ont amené l'aviation militaire américaine à cibler les mois derniers un hôpital afghan dirigé par Médecins sans frontières, aussi connu sous l'acronyme MSF. L'attaque a fait 30 morts. L'hôpital a été identifié à tort comme étant une cible par le personnel américain qui pensait frapper un autre bâtiment quelques centaines de mètres plus loin où nous avions été informés de la présence de combattants. Le rapport révèle que l'équipe de vol avait déjà décollé plus d'1 heure avant qu'il ne soit brièvement informé de la présence de bâtiments civils, dont un hôpital. La cible originellement visée aurait dû être une résidence dont les talibans s'étaient emparés quelques jours auparavant. La localisation de l'hôpital de Kunduz
était parfaitement connu de l'armée américaine. Cette attaque était très particulière, très précise, et le bâtiment de l'hôpital est très connu. Ce projet d'hôpital existe depuis 4 ans, et nous avons transmis ces coordonnées GPS précises à l'ensemble des belligérants en Afghanistan. Des problèmes techniques dans l'appareil de combat AC-130 ont limité la communication avec les équipes au sol. Au moment où l'équipage a appris qu'il frappait la mauvaise cible, l'attaque avait déjà été menée. L'armée de l'air américaine en Afghanistan travaille actuellement main dans la main avec MSF pour identifier les blessés et ceux qui ont perdu des êtres chers pour leur présenter des condoléances appropriées. Ces condoléances incluront des compensations financières versées aux blessés et aux familles des victimes. Les Américains ont également entrepris de reconstruire l'hôpital. Merci de rester en notre compagnie pour la seconde partie de cette édition. C'est maintenant l'heure d'Aujourd'hui la Chine qui est aujourd'hui présentée par Chedan. Chedan, bonjour. Bonjour Alaza. Pouvez-vous nous dire ce qu'il se passe en Chine actuellement? Eh bien, on va commencer cette partie en parlant de la croissance économique de la Chine. L'économie chinoise subit des pressions à la baisse, mais la qualité de sa croissance augmente grâce au processus de restructuration économique. Le secteur des terres rares, par exemple, tente de monter en gamme en produisant des aimants à partir d'alnico. Dans cette usine de la province du Jiangxi, une nouvelle ligne de production vient d'entrer en opération. Elle fabrique des aimants en alnico à partir de terres rares. Ce type d'aimant est utilisé dans les secteurs de l'énergie éolienne et des véhicules propres. La ligne de production utilise une nouvelle technologie qui permet de réduire les pertes de matières premières de 40%. 120 tonnes de terres rares sont donc économisées chaque année. Auparavant, nous ne faisions que vendre les terres rares et n'avions quasiment pas de produits issus de transformation intensive. Ça ne marchait pas. Nous tentons d'accélérer l'intégration du secteur et d'étendre la chaîne industrielle. Nous cherchons à développer des biens intensifs à haute valeur ajoutée. Les experts disent que tout ce changement est l'effet des politiques de restructuration économique de la Chine. Changer le modèle de développement n'est pas changer notre voie, mais passer des objectifs quantitatifs à des objectifs qualitatifs et d'efficacité. Malgré son ralentissement industriel, la Chine connaît une forte croissance du secteur des hautes technologies. Au cours des 10 premiers mois de l'année, le secteur des hautes technologies a enregistré une croissance annualisée de 11%. L'aéronautique, l'électronique et les télécommunications ont réalisé des prouesses. L'introduction de la réforme de l'offre correspond au ralentissement de l'économie chinoise. Les économistes chinois affirment que la réforme peut non seulement aider à ranimer la croissance, mais aussi profiter aux gens ordinaires. Les décideurs chinois croient que le taux de croissance économique du pays est plombé par une disparité entre l'offre et la demande. Ils croient qu'en stimulant l'offre dans les industries haut de gamme, plus de demandes pourraient être créées. De plus, la Chine pourrait modifier son avantage concurrentiel pour délaisser la fabrication à faible coût. Nous avons beaucoup d'entreprises novatrices et de haute technologie. De nouveaux secteurs comme Internet Plus et la robotique peuvent devenir de nouveaux moteurs pour l'économie. Le concept de la réforme de l'offre et de la nouvelle consommation a été largement représenté dans des documents du Conseil des affaires d'État sur l'amélioration de la base industrielle. Les économistes croient que le gouvernement est déterminé à créer une nouvelle approche au développement. La Chine va maintenir un taux de croissance évalué de moyen à élevé. Ceci n'a pas changé. Mais nous voyons aussi de nouvelles forces de développement remplacer les anciennes. Les experts disent que la réforme de l'offre est une bonne nouvelle, non seulement pour la macroéconomie, mais aussi pour la vie quotidienne des citoyens ordinaires. Dans le secteur immobilier, par exemple, le gouvernement a promis d'augmenter le nombre de logements et de terrains abordables, réglant les problèmes de logement en améliorant la structure de l'offre dans ce secteur. Renforcer la connectivité avec les voisins de l'Ouest est un objectif crucial de l'initiative chinoise Une ceinture et une route. Cela inclut les routes et les ponts, mais aussi les télécommunications. Aujourd'hui, la plus grande société chinoise de télécommunications, Huawei, amène le Kazakhstan à l'ère de la 4G. Accélérer les télécommunications. Le travail quotidien au bureau pourrait sembler ordinaire pour de nombreuses personnes.
Mais pour Sincheva Meurert, cela lui procure un fort sentiment d'utilité. Elle est l'une des 400 employés locaux à travailler avec le géant des télécoms chinois Huawei au Kazakhstan. Ils font partie d'un projet ambitieux qui a déjà commencé à changer la vie des gens ici. Nous créons un réseau 4G au Kazakhstan. Sans la 4G, la plupart des gens ici utilisent encore des signaux 2G et quelques-uns peuvent utiliser la 3G. Aujourd'hui, les utilisateurs de téléphones mobiles peuvent acheter ici un service 4G, ce qui est 10 fois plus rapide que la 3G et à un prix abordable. Huawei est le seul maintenant à offrir un signal 4G à travers le Kazakhstan. Cela coûte environ 17 $ par mois pour un transfert de données illimité. Meurert dit que son travail, promouvoir la 4G aux clients, n'est pas difficile. Avec le service 4G, je peux maintenant utiliser mon téléphone pour des conversations vidéo n'importe où et n'importe quand, et peu importe la durée. C'est mieux que de faire les appels téléphoniques. C'est pourquoi je suis ici encore, afin d'ouvrir un autre compte 4G pour ma petite amie. Mais le travail de Huawei en dehors du bureau n'est pas si facile. Le collègue de Meurert, Telgat Dusenbaev, est ingénieur à Huawei. Tous les jours, lui et ses partenaires doivent grimper en haut des tours pour faire des vérifications. Bien que cela semble dangereux, en particulier lors des vents violents de l'hiver, Dusenbaev dit qu'entretenir ces antennes est assez facile par rapport à la difficulté de les fabriquer. Avant le projet de Huawei, la plupart des antennes au Kazakhstan n'étaient pas adaptées à la 4G. Donc nous avons dû construire de nouvelles antennes. Il y a un important investissement de la part de Huawei. En même temps, les faibles températures de l'hiver et le vent violent ont ajouté beaucoup de défis. Mais au bout du compte, nous y sommes arrivés. Avec une population de 16 millions d'habitants, le Kazakhstan est situé à un endroit stratégique en reliant la Chine et l'Europe. Mais ce pays enclavé est devenu très isolé à l'ère du commerce maritime. En 2013, la Chine a lancé un projet pour relancer l'ancienne route de la soie et booster la connectivité en Asie centrale. Huawei dit que la connectivité ne veut pas seulement dire construire des routes et des ponts, mais que c'est aussi améliorer les réseaux de télécommunications. Au Kazakhstan, nous avons terminé le premier réseau 4G en Asie centrale. Aujourd'hui, les Kazakhs peuvent utiliser Internet avec une bien plus grande qualité, ce qui rend plus facile et moins coûteux le fait de communiquer et de faire des affaires. Nous construisons une route de la soie dans l'air. L'employée kazakh Sincheva Meurert dit qu'elle est fière de travailler sur ce projet. Elle ajoute que de plus en plus de jeunes comme elle choisissent de travailler avec des compagnies chinoises dans l'espoir de surfer sur la vague du nouveau développement. Et voilà, ce volet d'actualité chinoise est terminé. Retour maintenant au plateau principal et retrouvons Elsa pour la fin de cette édition. Merci infiniment, Chodan, pour toutes ces informations concernant la Chine. L'heure est venue de nous quitter. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas que l'information continue sur notre site internet. Je vous dis à très bientôt sur CCTV Français.